beaucoup plus fait à Magellium. Et en parallèle de ça, là, ça va faire 6 ans maintenant que je fais de la vulgarisation et de la médiation autour de la programmation informatique. Je suis un des cofondateurs de la Compagnie du Code à Toulouse qui organise des ateliers d'initiation à la programmation informatique pour les jeunes, en particulier avec un outil qui s'appelle Scratch. Et depuis début juillet, j'ai quitté Magellium pour me lancer dans une aventure du coup personnelle, un peu entrepreneuriale, voilà, j'ai envie d'expérimenter autour de la démocratisation de la programmation. Et donc voilà, donc j'ai démarré, là c'est tout récent, et en particulier je travaille sur un outil qui s'appelle Adacraft, qui est une transformation de Scratch pour aller un peu plus loin, pour ceux qui connaissent. Et si vous voulez suivre un peu plus ce que je fais, voilà le lien vers le site d'Adacraft. Voilà. Donc je quitte le domaine du spatial. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien du spatial, et donc de différents types de projets sur lesquels j'ai pu travailler. Parce que en fait, j'ai un profil qui est assez transverse. Voilà, je suis informaticien et scientifique, mais même en informatique, je m'intéresse à beaucoup de sujets différents. Voilà, j'aime bien explorer des nouvelles choses. Et donc, voilà, ça peut être je peux travailler autant sur des études que de la mise en place de systèmes, développement de logiciels, faire de la visualisation, faire du web, etc. Donc là, je vais vous parler de 3 projets sur lesquels j'ai travaillé donc ces dernières années, qui sont très, très différents les uns des autres, même s'il y a des connexions entre eux. Donc, un premier sur plutôt de l'étude scientifique, hein. Un deuxième plus sur des technos web, en particulier WebAssembly. Et enfin, le dernier projet que j'ai fait à Magellium, et qui a encore des gens à Magellium qui travaillent dessus, qui était la mise en place d'un système opérationnel pour le calcul de cartes de glace et de neige à l'échelle de l'Europe. Ok, donc je vais commencer par le premier projet, qui est donc une RT CNES, donc RT pour recherche et technologie, qui s'appelait détection d'objets. Donc voilà, donc c'était une étude qui s'est passée en 2015, donc pour le CNES, donc c'est assez ancien, mais ça montre bien voilà, le type d'activité qu'on peut faire sur des algorithmes de traitement d'images. Donc cette étude, c'était donc le titre, c'était l'évaluation de l'apport de méthodes de détection d'objets issues du domaine de la photo numérique à celui de la télédétection. Bon, en fait, en gros, hein, l'idée c'était de voir si des algorithmes qui étaient utilisés en vision par ordinateur, là comme par exemple c'est pour la détection de piétons, est-ce que ce type d'algorithme, ils étaient utilisables sur des images satellites? C'était ça la question, parce que ils n'ont pas été conçus pour le même type d'image, donc la question se pose, est-ce que ça peut marcher dans ces cas-là, quoi. Donc en fait, cette étude se limitait à des algorithmes d'apprentissage supervisé, avec comme cas d'étude de la détection d'avions, et pour cela, on avait 12 images Pléiades sur des aéroports. Donc voilà, ça c'était la base de l'étude. Donc voilà, partant de là, donc là je vais passer sur une autre présentation, je vais vous montrer je vais passer assez rapidement sur les slides de la présentation finale de l'ART qu'on avait présenté début 2016. Donc, donc voilà la présentation. Alors, il doit y avoir un petit problème d'affichage ici, excusez-moi. Excusez-moi, ça va revenir. Ok, là, c'est bon. Donc voilà, on était 2 sur cette étude. Enfin, c'est moi qui ai porté l'étude la plupart du temps, mais j'ai travaillé aussi avec Grégory Loeb de Magellium. Donc, je vais passer assez rapidement là les slides, certains, parce que c'est pas forcément intéressant. Et puis, enfin, surtout, ça va beaucoup dans les détails et on n'a pas le temps de tout passer en revue. Donc, juste quand même pour préciser, donc on s'intéresse à des algorithmes d'apprentissage supervisé. Ça veut dire que donc on donne des exemples à un algorithme. Il y a une phase d'apprentissage qui va essayer d'apprendre des choses donc sur les données qu'on a données en exemple, et ensuite l'algorithme va être utilisé sur des données qu'il n'a jamais vues pour voir s'il détecte les objets d'intérêt, et là en l'occurrence des avions. Donc pour cela, en fait, l'idée c'était de partir d'algorithmes existants en vision par ordinateur. Donc là, il y a la liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, on avait 5 algorithmes qui étaient déjà implémentés, soit dans OpenCV, qui est une bibliothèque de traitement d'images classique, soit dans libccv, qui est pour le coup beaucoup moins connu, mais qui avait quelques algorithmes très intéressants pour notre étude.
Donc, je ne vais pas passer les méthodes en revue, mais je vais juste m'arrêter sur ce slide-là, parce que en fait, ça montre le principe qu'on retrouve un peu dans tous ces algorithmes, et surtout pour faire le parallèle avec le deep learning, qui est vachement, voilà, qui est maintenant la méthode de machine learning qui a vraiment, qui est sur le devant de la scène, peut-être au détriment d'algorithmes comme cela. Et en fait, la grosse différence, c'est que ces algorithmes-là qu'on étudie, en fait, leur base, c'est d'extraire des sortes de caractéristiques dans les images, des features, mais qui ont été conçus par ceux qui ont conçu l'algorithme, qui ont été choisis par ceux qui ont conçu l'algorithme. Donc là, ça peut être la détection de contours, ça peut être des histogrammes d'intensité, ça peut être différentes choses comme ça. Et c'est sur ces features, sur ces caractéristiques que l'apprentissage se fait. La différence avec le deep learning, c'est que le deep learning, en même temps, va apprendre les features qui seront intéressantes pour l'application en question. Donc, il n'y a même pas besoin de concevoir ces caractéristiques. C'est l'algorithme qui va les trouver tout seul, donc avec des avantages et des inconvénients. Mais c'est ça la grosse différence entre ce que je vous présente là et les algorithmes de deep learning qui sont utilisés maintenant pour la reconnaissance d'images. Ok, donc là, l'idée, c'était d'à partir, on avait 5 algorithmes, on avait des images sur des aéroports, et donc on avait un ensemble de données d'apprentissage, donc des avions sur ces aéroports, qui pouvaient nous servir pour faire des apprentissages sur les algorithmes. Donc, je vais passer très rapidement sur ces premiers transparents. Je vais peut-être juste venir ici, m'arrêter là, pour dire qu'en fait, sur toutes ces images-là, on avait en tout 400 exemples d'avions. Donc, ça faisait nos exemples pour l'apprentissage, mais aussi pour la validation. Et on avait extrait 6 000 exemples négatifs, c'est-à-dire des zones où il n'y avait pas d'avion, des petites imagettes où il n'y avait pas d'avion. Donc voilà, donc ça c'était pour notre matière première. Et en général, comment on travaille là-dessus? Alors bon, pour info, toute l'étude a été codée avec donc ces bibliothèques qui sont en C ou C++, et puis tous les outils pour faire tourner les algorithmes et exploiter les résultats, c'était en Python. Je reviens ici sur le transparent juste pour indiquer qu'une des techniques pour voir les performances des différentes méthodes, c'est de couper nos données en différents sets, avec des ensembles pour apprendre, et puis un sous-ensemble pour tester la validité de l'algorithme, de l'apprentissage qui a été fait sur l'autre partie. Et on fait tourner ces différents découpages des données. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut dire aussi que dans les méthodes pour cela, on va mesurer des grandeurs, donc en particulier deux qui sont importantes. Alors, c'est pas vraiment important de retenir les formules ici, mais la précision qui permet de dire ça va compter toutes les détections qui ont été faites, ça va compter les vrais positifs, les faux positifs, et même chose pour les négatifs, et en fonction de ça, ça va mesurer des grandeurs, et la précision en particulier qui va dire, en fait, c'est une sorte de mesure qui va dire, est-ce que quand je détecte un avion, quelle est la chance que ce soit réellement un avion, quoi. Quand l'algorithme dit ça, c'est un avion, est-ce que dans quelle mesure il se trompe ou pas. Et le miss rate, c'est en gros, c'est est-ce que l'algorithme loupe des avions, quoi. Est-ce qu'il rate des avions. C'est deux grandeurs qui sont différentes et qui ont un impact différent suivant l'usage qu'on veut faire de la détection, quoi. Donc, c'est deux grandeurs qui reviennent souvent. Et puis, il y a une formule aussi qui fait un compromis entre les deux, qu'on appelle le F-score, hein, qui est une formule qui combine les deux, qui permet de dire, voilà, là, on a un bon compromis. OK, donc je vais passer assez rapidement pour aller directement sur les résultats. Donc là, je vais passer en revue quelques résultats. Donc, ça va être à chaque fois des images et puis des courbes qui permettent d'analyser ce qui s'est passé, quoi. Donc, sur les images, à chaque fois, il va y avoir des images sur des aéroports. Donc, on cherche à détecter des avions. Et en vert, ça seront indiqués les avions les vrais positifs, ceux qui ont été détectés et qui sont réellement des avions. En rouge, ceux qu'on a ratés, donc c'est les avions qu'on n'a pas réussi à détecter. Et en orange, là où on a détecté un avion alors qu'il n'y en a pas, quoi. Et les vrais négatifs n'apparaissent pas parce que c'est tout le reste de l'image.
Et vous verrez qu'après, je présenterai des fois plusieurs images d'affilée avec un filtrage, en particulier sur les scores, parce que quand on fait une détection, quand on lance l'algorithme, lui, il sort, il dit, ah ouais, à cet endroit-là, j'ai vu un avion, mais avec telle probabilité. Il sort d'une sorte de score, et donc c'est assez classique de mettre un seuil sur ce score pour filtrer, pour ne garder que les détections au-dessus de telle valeur, et on considère que c'est ça les bonnes détections, quoi. Et donc, en jouant sur ce filtrage, ce seuil, eh ben, ça va enlever ou rajouter euh, des, des vrais positifs, des faux négatifs, etc. Donc, premier algorithme, donc l'algorithme SCD, donc juste pour commencer à voir un peu des résultats, là c'est sur l'aéroport de Toulouse. Donc on voit qu'il y a beaucoup de verts, enfin beaucoup de verts, enfin, on voit qu'il y a beaucoup d'orange, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux positifs sur cette image-là. Par contre, on voit que il n'y a pas beaucoup de rouge, hein, donc en gros il n'a pas raté beaucoup d'avions, là on voit qu'il n'en a raté que 3. Donc voilà comment on lit un peu ce type d'image. Bon, là, c'est juste quelque chose un slide qui rappelle ce que je viens de dire. Là, pour commencer à présenter les courbes en question, pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il faut juste se dire que moi, ce qui va m'intéresser, c'est la courbe de précision qui est en haut à gauche, la courbe de miss rate qui est ici, et la courbe du F-score qui est là. Et en gros, pour le F-score, le bon compromis, c'est là où il y a le maximum de la courbe, qui est souvent en forme de cloche comme ça. Et le miss rate, autant pour la précision que le miss rate, on essaye d'être à 1. L'objectif, c'est que les deux soient... autre chose qu'on voit sur ces courbes-là, c'est cette zone grisée. Et ici, on voit qu'elle est très, très bruitée. C'est en gros la dispersion, en fait, comme on a fait plusieurs tests, ça montre que d'un test à l'autre, ça varie beaucoup, quoi. Donc, sur ce cas-là, moi, je peux déjà vous le dire, parce que, voilà, par rapport à la suite des résultats, on voit déjà qu'il y a beaucoup de bruit sur cette courbe-là, et donc il faut qu'on se méfie un peu des résultats. On est sans doute dans des conditions qui ne sont pas optimales pour analyser les choses. Donc voilà, donc on analyse ces choses-là, et ça permet d'être un petit peu objectif sur la qualité du résultat de cet algorithme-là, sur cette image-là. Donc voilà, en gros, des conclusions. Pareil, je vais passer assez vite. Juste retenir que, voilà, on parle que sur la courbe du F-score, ici, le maximum, il est aux alentours de 4,15. Donc, ce qui est naturel, c'est de faire un seuillage pour enlever toutes les détections dont le score est en dessous de 4,15. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc là, on voit bien sûr qu'il y a beaucoup de faux positifs qui ont disparu. Donc, on voit l'utilité de cette courbe en cloche qui permet de déterminer ce seuil-là, quoi. Voilà sur une autre image, donc sur Sydney, et on voit que là aussi ça améliore, avec quand même un truc bizarre que dans l'eau il y a encore beaucoup de faux positifs, quoi. Donc bon, je vais passer assez rapidement. Je vais passer aussi rapidement sur cette méthode-là. Ok. Donc qui est un peu particulière et bon, c'est plus intéressant après en fait. Ok. Ici là. Pareil, donc ça c'est une méthode qui en fait qui marche pas du tout. Là, sur un paramétrage donné, il détecte quasiment aucun avion. Les courbes, elles ressemblent à rien. Et sur un autre paramétrage, là, il détecte des avions partout, quoi. Donc voilà. Donc lors de cette étude, la conclusion sur cet algorithme-là, c'est qu'on n'avait pas réussi à bien le paramétrer pour vraiment en tirer quelque chose, ou qu'il n'est pas adapté à notre cas d'utilisation, ou on n'a pas assez de données. Enfin bon, il peut y avoir plein de conclusions de ce genre-là, mais en gros, on a mis cet algorithme de côté, quoi. Je passe à un autre algorithme, DPM, qui là, donc pour un paramétrage, voilà ce qu'on a. Donc là, quand on voit ça, ce qu'on se dit, en fait, il a détecté, il n'y a aucune fausse détection, quoi. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, il loupe certains avions, mais il ne détecte pas des trucs en dehors des avions, quoi. Donc voilà, et là, les courbes, elles ont une forme un peu particulière, mais on retrouve ce fait-là que la précision est quasiment tout le temps à 1. Ça veut dire que chaque fois qu'il voit quelque chose, on est sûr que c'est un avion, quoi. Par contre, il en loupe quand même pas mal, quoi. Et on voit que la forme en cloche sur cette courbe-là, il n'y a pas de forme en cloche, et donc du coup, on ne peut pas trouver ce maximum. Donc voilà, ça c'est une particularité de cet algorithme-là. Et quand on regarde l'autre paramétrage, c'est un peu mieux avec ce paramétrage-là.
avec celui-là, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est pas non plus parfait. Et là, bon, on voit qu'il y a des petites variations. Et donc, en regardant les différentes courbes pour les différents paramétrages, on va pouvoir éventuellement se dire bah, tel paramétrage est mieux. Donc là, voilà, les conclusions de l'étude, ça avait été de dire que c'est avec le paramétrage modèle part égale 5, c'était pas mal, etc., quoi. Donc voilà, il y a une conclusion, surtout que c'est un algorithme qui est très très bien pour avoir une bonne précision, quoi. Un autre algorithme, ICF, où là, bon, on voit qu'il y a beaucoup de faux positifs, mais là, on a tous les résultats, quoi. Là, avec d'autres paramétrages, on a aussi un peu le même genre de choses. Là, on loupe quasiment pas d'avion, quoi. Je vais passer rapidement ici. On retrouve les courbes en question avec la courbe en cloche en bas à droite, là, et quand on regarde le maximum, c'est autour de 400 ou 450. Alors là, c'est pour les autres paramétrages. Mais si on filtre du coup à 400, 450, à 400, voilà ce qu'on obtient. Et là aussi, celle-là, c'est très très bonne qualité. On voit qu'il y a beaucoup de vert, quoi. Donc là, on sent qu'on a un bon compromis. Alors, il y a quelques fausses détections, mais c'est peut-être tolérable. Et sur une autre image, comme sur Sydney, on voit que les résultats ils sont aussi pas mal, quoi. Donc voilà sur cette méthode. Donc on se rend compte que voilà, après filtrage, on a quand même quelque chose de vraiment très bon, quoi. Donc voilà, donc la conclusion, là, c'était de dire que c'était très adapté pour la détection d'avions. Sur ce genre d'études, forcément, à un moment donné, on se pose les questions du processing, de qu'est-ce que le temps que ça prend, les ressources nécessaires, et voilà les valeurs pour les différents algorithmes avec la durée de l'apprentissage et puis la durée de la détection. Donc pour quand il n'a jamais vu d'image et qu'on cherche à voir s'il y a un avion dedans. Donc voilà, c'est des informations qui sont bien sûr intéressantes. Et à la conclusion de l'étude, c'est-à-dire que ICF et DPM, c'était des très bons algorithmes, et que ICF, c'était celui qu'on recommandait parce que c'était un bon compromis, et DPM, si on voulait avoir une très bonne précision. Voilà, puis il y a quelques autres conclusions sur les autres algorithmes et des perspectives. Donc voilà, là, c'était un exemple du coup de projet où le but était d'étudier des algorithmes, et voilà le genre de méthode qu'on utilise pour essayer d'avoir des réponses concrètes sur ces algorithmes. Bien sûr, c'est à chaque fois dans un contexte particulier, avec les images qu'on avait, dans ces conditions-là, etc. Et voilà, il faut toujours être vigilant sur quand on extrapole ce type de résultats. Donc voilà, et puis encore une fois, là c'était des algorithmes de machine learning, on va dire à l'ancienne. Maintenant avec le deep learning, on a des résultats qui sont beaucoup mieux. Donc voilà, donc ces algorithmes ils sont un peu laissés de côté. Moi j'ai quand même tendance à penser que dans certaines situations, ce genre d'algorithmes peuvent être quand même intéressants parce que l'inconvénient c'est que les features sont peut-être pas les plus optimales pour ces exemples-là, pour ces use cases-là, mais par contre, ils se généraliseront sans doute mieux que ceux qui auront été appris par du deep learning, qui auront été spécialisés pour les données sur lesquelles l'apprentissage aura été fait, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc ça c'était pour ce premier projet. Donc pour cette étude, donc là voilà, c'était prendre des algorithmes et les faire tourner et voir ce qu'ils donnaient sur un cas d'usage particulier. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est encore une RT pour le CNES, qui s'appelait la RT WebAssembly. Donc ça, c'est un peu plus récent, c'était en 2018. Et donc lors de cette RT, l'objectif c'était de voir ce que WebAssembly, qui est un nouveau standard web, pourrait apporter dans des scénarios de valorisation de données d'observation de la Terre. Et donc là, en l'occurrence, de la visualisation et de la manipulation de données images, quoi. Donc, WebAssembly, en fait, dans ce nom-là, il y a Web, assembleur, c'est un drôle de mélange. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est d'après le site officiel, c'est un nouveau format qui est portable, hein, qui est efficace en termes de taille et de chargement, et qui peut servir comme cible de compilation pour le web. On peut compiler des choses en WebAssembly pour les exécuter sur le web. Une sorte de bytecode ou de compilé qu'on peut faire tourner dans un navigateur à côté du JavaScript. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est portable, efficace et compilé pour le web.
Ce qui n'est pas dit dans cette phrase, mais qui est, voilà, c'est le cas, c'est que c'est rapide et c'est que c'est sécurisé autant que JavaScript, voire plus sur certains aspects, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai fait une étude, j'ai travaillé pour le CNES pour étudier ce standard-là, qu'est-ce qu'il allait pouvoir apporter. Donc pour présenter un peu mieux le WebAssembly, donc voilà, là, si on a un exemple là de code en C par exemple, donc tout simple, on peut compiler ce code-là pour en faire une page web avec un outil qui s'appelle Mscripten, j'y reviendrai plus tard. Voilà ce que ça produit, un ensemble de fichiers, un fichier HTML, un fichier JavaScript et un fichier WebAssembly qui, quand il est affiché dans le navigateur, donc vous pouvez oublier ce qu'il y a au-dessus, mais ce qu'il faut voir, c'est surtout ce qu'il y a en dessous. Là, WebAssembly, ça affiche WebAssembly. Enfin, voilà, c'est une sorte d'enrobage donné par Mscripten pour pouvoir manipuler ce qui a été compilé. Mais c'est juste là pour vous montrer qu'on part d'un code en C, par exemple, et on peut le compiler pour une exécution sur le web. Et en fait, Mscripten s'occupe du sale boulot à votre place. Il fait la compilation, il crée le binaire WebAssembly, il génère le code JavaScript nécessaire pour faire tourner ça, il ajoute des dépendances éventuelles et fait éventuellement un lien s'il y a de la visualisation avec le canvas HTML ou WebGL, quoi. Donc ça, c'est Mscripten qui se charge de faire tout ça. Mais concrètement, donc WebAssembly, c'est un format binaire. Donc qui est exploité par un moteur WebAssembly qui est dédié et qui tourne dans le navigateur et qui se fait en interaction avec le moteur JavaScript. Le format WebAssembly, bon, binaire, c'est pas très parlant, mais ils ont fait un format texte pour montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est pareil, c'est pas très clair, mais bon, voilà, pour ceux qui veulent un peu bidouiller ou comprendre comment ça fonctionne, il y a un format texte qui permet de manipuler ça, mais bon, voilà, c'est un format bas niveau, hein, voilà, ça s'approche de l'assembleur d'une certaine manière. Donc les notions qui sont derrière, c'est un format binaire, il y a le moteur WebAssembly, on en a parlé, il y a des notions de modules, il y a aussi une notion de mémoire linéaire qui peut être manipulée, un peu comme la mémoire en langage C. Il y a une notion d'instance de modules, et on peut importer et exporter des choses d'un module à l'autre. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ces choses-là, on ne va pas avoir le temps, mais par contre, un truc qui est très intéressant, et du coup, moi qui m'a intéressé et que j'ai utilisé pour cette étude, c'est qu'on peut compiler des outils existants avec Mscripten, qui va donc créer le WebAssembly associé et qu'on va pouvoir utiliser dans le navigateur. Donc là, sur un exemple assez basique, pour compiler la bibliothèque zlib, on la récupère et on la décompresse et on la compile avec les outils habituels de compilation, configure, make install, mais juste préfixé avec EM quelque chose, qui sont les outils Mscripten qui encapsulent ces étapes-là. Donc c'est assez standard et ça marche plutôt bien, quoi, ce genre de choses. Donc les bibliothèques, les outils ne font pas des choses trop exotiques, et ben ça donne des bons résultats. On arrive à faire tourner ces choses-là dans le navigateur, quoi. Et donc c'est ce que moi j'ai essayé de faire pour l'étude. Ah ouais, alors donc avant ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec WebAssembly? Alors il propose une liste de use cases sur le site, donc on peut faire toutes ces choses-là. Et moi, ce qui m'a intéressé forcément, c'est ces deux choses-là, la reconnaissance d'image et la visualisation et simulation scientifique. Donc, juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui est... alors quand j'ai fait l'étude, WebAssembly et quand j'ai travaillé sur cette étude, WebAssembly était en train de se développer et d'être déployé, mais bon, ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, ça y est, c'est sur tous les navigateurs, même sur mobile, etc. Donc, ça marche bien. Et la preuve, par exemple, si vous allez sur le site de AutoCAD, vous pouvez utiliser leur logiciel en ligne, qui était à l'origine leur logiciel d'ordinateur qu'ils ont recompilé en WebAssembly. Si on regarde dans les DevTools du navigateur ce qui a été téléchargé, on voit qu'il y a un gros fichier WebAssembly qui a été téléchargé. Donc eux, ils ont utilisé WebAssembly pour faire tourner un outil de production en ligne. Alors, pour cette étude, pour le CNES, mon cas d'étude, c'était de faire un outil de visualisation d'images avec des petits traitements, et tout ça uniquement dans le navigateur. Il n'y a rien qui tourne dans le côté serveur. On pourrait ça pourrait être un site statique, quoi. Et d'ailleurs, c'était le cas. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo d'une démo d'un des premiers protos que j'avais fait lors de cette étude. Donc,
si je lance la vidéo. Donc là, imaginez que tout ça, c'est dans un navigateur. Imaginez un petit navigateur d'images satellite. On peut faire un glisser-déposer d'une image satellite dedans, et puis on peut naviguer dessus, et puis éventuellement faire une détection de nuage avec un seuil. Et là, imaginez que ça tourne en temps réel, en WebAssembly pour chaque pixel, quoi. Deuxième petite application, en lien avec l'étude précédente, j'ai récupéré un des algos qui marchait bien, là, l'ICF, et je l'ai compilé pour qu'il tourne dans le navigateur. Et donc là, je suis en train de tourner le fameux algo de machine learning dans le navigateur pour détecter les avions, quoi. Donc, et ça tourne en WebAssembly. Voilà, j'ai compilé ça avec Emscripten. Et voilà, donc là, pour montrer une sorte de petit scénario comme ça d'utilisation de l'algorithme dans un navigateur, on peut imaginer qu'un opérateur, il le fasse tourner l'algorithme, et ensuite, il désélectionne les faux positifs, faux négatifs, etc., quoi. Donc voilà, c'était pour mettre un peu en scène l'outil, quoi. Donc voilà, là, c'était en sortie d'études, j'avais ce premier use case, et qui est assez efficace. Là, les temps d'exécution de l'algorithme ICF sont du même ordre que ceux sur un ordinateur, quoi. Il y avait un facteur 2, mais ce qui n'est pas si énorme vu le type d'utilisation. Avant, WebAssembly, c'était plutôt un facteur 10 ou un facteur 20 qu'on aurait eu, quoi. Là, c'est une autre vidéo qui montre rapidement que, en fait, on peut faire tourner les... Voilà, avec tous ces outils-là, il y avait une gestion d'un pseudo-file system, on va dire, qui était uniquement dans le navigateur. Et là, ça montrait un peu l'outil, ce pseudo-file system qui a été fait et qui utilise du coup des pseudo-exécutables en WebAssembly. Et là, en particulier, c'était pour lancer en ligne de commande l'outil de détection ICF, quoi. Donc, bon, on va peut-être passer rapidement, enfin, peut-être au moins laisser exécuter. Voilà, c'est ici là la commande détection ICF, et puis avec l'affichage qui était là. Donc voilà, ça c'était un des autres prototypes que j'ai fait pendant cette étude. Ok, jusque-là, j'ai manipulé surtout des petites images. Là, ce qu'on a vu, à chaque fois, c'était des images qui faisaient moins de 100 mégas. C'était des images PNG. Voilà, donc format standard, visible par les ordinateurs et pas très volumineux. Mais en fait, quand on manipule les données satellites, en général, c'est dans d'autres formats et elles sont surtout beaucoup plus grandes, quoi. Et en particulier, c'est un format qui est beaucoup utilisé et pour les images Pléiades, c'est le format JPEG 2000 qui est très utilisé donc, pour les images satellites et qui permet de manipuler des images de très grande taille et qui optimise la compression et du coup l'accès aux données avec une approche multi-échelle. Et il permet également d'avoir des encodages exotiques. On sort du RGB sur 8 bits, du PNG, GIF, etc. Là, on peut avoir d'autres types d'encodage, avec plus que 3 couleurs et avec d'autres codages que 8 bits. En particulier, si on prend cet exemple-là, il y a une image JPEG 2000 sur mon ordinateur qui fait 3 gigas voilà, sur l'ordi, et si on regarde les infos, voilà, c'est du JPEG 2000, la taille c'est 57 000 pixels par 28 000, donc voilà, c'est assez conséquent. Là ici on voit qu'il y a un côté multi-échelle, il y a en l'occurrence 5 échelles, et avec un encodage qui n'est pas classique, parce qu'il y a 4 couleurs entre guillemets, RGB classique, et puis une 4e couleur qui est là du proche infrarouge. Et l'encodage, c'est des entiers non signés sur 16 bits, et en plus, avec seulement les 12 premiers bits qui sont significatifs, quoi. Donc c'est vraiment très exotique, quoi. Donc ça, un navigateur ne sait pas le lire, quoi. Donc comment faire en sorte de pouvoir afficher ce type d'image dans le navigateur? Eh ben, on peut utiliser des bibliothèques qui ont été écrites en langage C. Et il y en existe, donc il y a OpenJPEG qui est open source, et une autre bibliothèque qui s'appelle Kakadu, et qui est payante avec une licence de développement, et qui est la référence pour le JPEG 2000. Et surtout à l'époque de cette étude, c'était cette bibliothèque qui était la plus rapide. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé Emscripten pour la compiler en WebAssembly. Et donc voilà un exemple pour extraire une zone d'image JPEG 2000. Il y a un outil fourni par Kakadu qui s'appelle KDU Expand. Et voilà ligne de commande pour extraire cette zone.
et l'écrire au format BMP. Donc voilà, donc l'idée c'est de pouvoir exécuter ce type d'outils dans le navigateur. Et donc bien sûr j'ai utilisé Emscripten. Et là, bon, c'est un exemple toujours du prototype dont je parlais tout à l'heure, où là on voit qu'il y a le fameux fichier JPEG 2000 qui est dans le navigateur. Là, alors bon, pour précision, celui-là il fait pas 3 Go, hein, mais c'est quand même un fichier JPEG 2000. Là, j'exécute la commande KDU expand, donc celle-là, c'est la version WebAssembly, et qui extrait un fichier sub.bmp, hein, donc dans un autre format, et que voilà, ce qui est donc une sous-région de l'image, et que là, j'ai affiché en dehors du navigateur que j'ai sauvegardé, et que j'affiche avec mon explorateur de fichiers en dehors du navigateur. Donc là, c'est juste pour montrer que le binaire KDU expand a été compilé en WebAssembly, et il a tourné côté navigateur. L'étape suivante, ce serait d'afficher les choses dans le navigateur. Donc pour cela, donc plutôt que d'afficher l'image comme c'était ici avec l'explorateur de mon ordinateur, j'aimerais bien l'afficher directement dans le navigateur. Pour ça, j'ai utilisé la bibliothèque OpenLayers, une bibliothèque JavaScript qui permet d'afficher des données cartographiques. C'est un grand standard. Magellium, c'est très utilisé parce qu'il y a une partie cartographie à Magellium, il n'y a pas que la partie satellite. Et donc voilà, donc j'ai utilisé ça pour afficher donc des images. Et en particulier, j'ai utilisé une fonctionnalité qui s'appelle Tiled Layers, qui permet de dire je vais faire une couche d'affichage qui sera composée de tuiles d'images. Et ce que je vais faire, c'est pour chaque tuile, je vais lancer ma commande KDU expand sur la zone correspondant à la tuile. Bon, il y a tout un enrobage JavaScript pour savoir quelle zone, etc. Voilà. Mais voilà ici le code OpenLayers, je vais passer très vite, hein, c'est juste pour illustrer les concepts qui sont derrière. On va rajouter une couche qui est de ce type-là, taille image, et quand le chargement pour récupérer le contenu de cette tuile, en fait je vais lancer la commande KDU expand que là j'ai enrobé, hein, mais là ce qu'il y a derrière c'est exécuter la version WebAssembly de KDU expand. Donc sur la zone de la tuile. Donc voilà, après je passe rapidement et après c'est affiché directement dans l'affichage de OpenLayers avec ça. Ok, donc j'ai fait ça. Je vais vous faire une petite démo tout à l'heure. Donc ça marche, ça s'affiche et l'affichage est fluide. Mais ça marche, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant, ça marche uniquement avec des petites images JPEG 2000, maximum 100 mégaoctets, parce qu'il faut que cette image JPEG 2000 elle soit chargée entièrement dans le navigateur. Donc, il faut que elle tienne en entier dans le navigateur. Et forcément, moi, les tests que j'avais fait à l'époque, à partir de 150 mégaoctets, ça passait plus, quoi. Donc, la suite de l'étude, c'était de trouver une technique pour pouvoir quand même pouvoir ouvrir et afficher des images de plusieurs gigas. Donc, comment on peut faire ça? Alors, je vais passer très rapidement, mais en gros, il y a une API JavaScript qui permet d'accéder à un fichier sans forcément le charger complètement. Voilà, et j'ai fait en sorte que Emscripten puisse utiliser cette API. Et donc voilà, là, ça rappelle ce que ça fait. Hein, il y a OpenLayers qui va utiliser un web worker, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui appelle KDU expand, qui lui est en WebAssembly. Ça, je passe rapidement. Je fais un petit système de cache. Et là, c'est là où on va chercher juste les octets qui nous intéressent. Et après, ça remonte dans l'autre sens. Pardon, excusez-moi. Ça remonte dans l'autre sens jusqu'à OpenLayers et qui, lui, va afficher le résultat. Donc, voilà une démo. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est l'affichage d'un fichier qui fait 3,3 gigas sur mon disque et qui s'affiche dans le navigateur de manière... voilà, vous allez pouvoir juger de la fluidité. Mais bon. Donc là, pour l'instant, c'est un niveau de zoom, donc on était déjà un peu préchargé. Donc là, on voit le temps que ça met pour charger les différentes tuiles. Donc, ce n'est pas instantané, hein, ça c'est sûr, mais ça reste raisonnable et utilisable pour certains scénarios de visualisation. Donc là, l'image n'est pas entièrement dans le navigateur, elle est sur le disque, et KDU expand va juste chercher les octets qui l'intéressent sur le disque, et tout ça est décompressé dans le navigateur. Donc voilà, donc voilà, donc là on est capable d'afficher un fichier de plusieurs gigas, d'un fichier local sur la machine, et l'affichage est fluide. Donc voilà, là on a déjà, quand on est arrivé à ça dans l'étude,
Enfin, voilà, on était très contents parce que c'est complètement nouveau comme scénario. On n'a pas eu besoin d'installer, avant c'était possible, mais il fallait installer des extensions au navigateur. Là, sans installer aucune extension dans le navigateur, on est capable d'afficher des grosses images dans des formats exotiques dans un navigateur, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin et donc j'ai voulu essayer de voir si on pouvait faire la même chose avec un fichier distant. Donc plutôt que ce soit sur ma machine en local, qu'il soit à distance. Et donc j'ai passé assez rapidement parce que là je vois que l'heure tourne. Mais en gros, bon, bah, ça utilise une particularité des requêtes HTTP, où en fait quand on fait une requête HTTP, on peut aussi dire je veux récupérer la donnée qui est sur le serveur, mais sur telle gamme d'octets, quoi. Et donc j'ai utilisé ça pour dans tout le workflow du prototype, hein, pour me brancher à cet endroit-là et pour voir si ça a marché, quoi. Donc ça a été fait après l'étude. Voilà, j'avais pas eu le temps de le faire pendant l'étude, mais j'avais vraiment envie de tester ça après. Donc du coup, on l'a fait et voilà le résultat. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier de plusieurs gigas, potentiellement 5-10 gigas, il est sur un serveur, là en l'occurrence sur un bucket sur Google Cloud, pour ceux qui connaissent, et ça va récupérer que les octets qu'il y a besoin pour l'affichage qu'on est en train de voir là, quoi. Donc là, il n'y a vraiment rien sur mon ordinateur, je suis dans un navigateur, et lui va juste chercher les octets sur GCP, quoi, à distance, quoi. Et donc là c'est vraiment un super résultat, un super scénario, parce qu'on n'a plus besoin de serveurs intelligents, entre guillemets. On peut juste mettre des images statiques, hein, entre guillemets, dont on va récupérer le contenu voilà, octet par octet en fonction des besoins de l'affichage. On n'a pas tout chargé l'image, on prend juste les pixels qui nous intéressent. Ok, donc voilà, affichage d'un fichier distant de plusieurs gigaoctets, ça marche et c'est fluide. Voilà, alors là je vais passer très rapidement. Après j'ai continué à faire des tests en dehors du navigateur, parce que WebAssembly peut tourner côté serveur aussi. Pour certains use cases, ça peut être intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste pour dire quand même que, pour ceux que ça intéresse, pour faire ça, j'ai pris mon algorithme ICF en WebAssembly, je l'ai fait tourner en tant que Google Cloud Function, donc sur Google Cloud Platform. Voilà. Donc, à cette époque-là, c'était le moyen le plus simple pour moi d'héberger comme ça un WebAssembly à distance et de l'exécuter en masse si j'avais besoin, quoi. Donc, et en plus, ça utilisait Node.js et maintenant il y a d'autres outils qui sont sans doute plus adaptés pour faire ce genre de choses, pour exécuter du WebAssembly côté serveur. Ok, donc voilà, j'en ai fini pour cette étude. Donc c'était la R&D sur WebAssembly. Donc là, voilà, sur ce type d'activité, moi, ce que j'ai fait, voilà, c'était explorer de nouvelles technologies et la secouer un peu dans tous les sens pour différents cas d'usage, pour voir ce que ça pouvait apporter sur tel ou tel cas d'usage, justement. Donc voilà, donc c'était sur les standards web, sur les architectures web, etc., quoi. Dernier projet, c'est un projet donc, sur lequel je travaillais là, pendant un an, juste avant de partir de Magellium, donc qui est sur du monitoring de la neige et de la glace à haute résolution. En fait, c'est un projet l'objectif, c'était de produire des cartes de glace et de neige sur l'Europe en temps réel. Donc, on partait d'image Sentinel-2. L'idée, c'est à partir d'image Sentinel, Sentinel-2, de produire des cartes de glace et de neige. Donc voilà, là, c'est un exemple des produits, justement, parce que le service, il tourne en ce moment. Donc là, c'est une vue du service en question. Voilà, où là, on voit les cartes de neige en Suisse. Et voilà, c'était le 7 novembre. C'est récent. Donc voilà le résultat. Et donc, quand je parle de temps réel, en fait, l'objectif, c'est de sortir ça 3 heures. Il faut qu'il y ait 3 heures entre le moment où l'image satellite est disponible sur le site de l'ESA et le moment où on fournit les cartes de neige et de glace. Donc, il faut qu'on ait calculé en moins de 3 heures ces cartes-là et les mettre en disposition. Donc, ce projet, c'est un projet, parce qu'il est toujours en cours, pour l'Agence européenne de l'environnement. Donc, ça a commencé en 2019. Et dans le cadre du projet Copernicus, qui est le projet Copernicus, c'est un projet
l'EA, mais aussi de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne. Et l'objectif, c'est en fait de mettre à disposition gratuitement des données issues des satellites ou d'autres instruments de mesure, et pour avoir une vision globale et complète de l'état de notre planète. Voilà. Ça, c'est la vision de ce gros programme européen. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet intervient. Donc là, c'est vraiment un service opérationnel pour le coup. Donc les deux projets précédents, c'était des études, donc c'était des contextes différents. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est de produire de la donnée avec ces contraintes opérationnelles. C'est un projet qui a réuni donc c'est Magillum qui porte le projet, mais en partenariat avec Astrid Polska en Pologne, du laboratoire CESBio à Toulouse et de Météo France. Donc Magillum s'occupe de piloter le projet et de la partie système, on va dire, et les partenaires plus de la partie scientifique. Donc l'idée, c'est de faire une carte à l'échelle de l'Europe. Là, on voit l'Europe avec les tuiles Sentinelle-2. Donc chaque petit carré correspond à une tuile d'acquisition du satellite Sentinelle-2. Donc, et tous les jours, il y a de nouvelles images qui arrivent sur l'Europe. C'est en gros 700 images par jour. Alors, c'est variable, hein, ça dépend du passage des satellites, là où ils passent exactement. L'arrivée est progressive, souvent entre 15h et 22h, mais c'est variable quand même. Alors, le satellite passe tout le temps à la même heure, mais le temps que le ESA traite les données, il peut y avoir des variations. Mais en gros, c'est ça, quoi. Donc, tout d'un coup, entre 15h et 22h, il y a des images qui arrivent. Et nous, il nous faut 40 minutes pour les traiter chacune. Donc ça, c'est 40 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour calculer une carte de neige et de glace avec les logiciels scientifiques. C'est ce qu'on appelle du coup un job, hein, le calcul sur une tuile, l'image d'une tuile à un moment donné pour produire ces cartes-là, c'est ce qu'on appelle un job. Et donc, tous les jours, quand il y a les 700 images qui arrivent entre 15h et 22h, il faut qu'on lance tous ces calculs pour produire en moins de 3 heures toutes les cartes en question, quoi. Voilà, donc très rapidement, l'architecture du système, il y a une partie orchestrateur. Donc pour tout ça, en fait, le système va être hébergé sur un cloud, j'y reviendrai plus tard, et voilà l'architecture qui est hébergée sur le cloud en question. Donc il y a une partie qui va orchestrer tous ces jobs, il y a une partie qui va comprendre justement l'exécution des logiciels scientifiques, donc avec des workers, ce qu'on appelait des workers, donc c'est eux qui vont faire le boulot, la partie intense. Il y a une base de données qui va stocker l'état des différents jobs. On va stocker les données sur un stockage compatible Amazon S3. Et puis une fois que tout ça c'est fini, c'est stocké sur ce qu'on appelle le data access. Enfin, c'est géré par le data access là, qui n'est pas géré directement par nous. Mais voilà, à un moment donné, il faut interagir avec ça. Et bien sûr, il y a des outils d'administration de l'ensemble. Et avec comme particularité que on va avoir toute ce pool de workers, donc plein de VM qui vont devoir faire les calculs. Donc les VM qui sont nécessaires pour les calculs dans ces caractéristiques-là. Et on peut avoir jusqu'à 200 VM en même temps. Donc en fonction de l'arrivée de toutes ces images Sentinelle, on va devoir allumer les VM au fur et à mesure avec un maximum de 200 VM. Donc voilà l'enjeu vraiment du système, c'est d'avoir ce côté dynamique. Voilà. Donc c'est des choses qui se font assez bien avec des clouds comme Amazon ou Google Cloud Platform. Mais nous, l'hébergeur qu'on a utilisé, c'est Cloudflare, et c'est un hébergeur qui est imposé en fait par le projet, parce que c'est un hébergeur européen et qui surtout est dédié à tout ce qui est données satellites. Donc par défaut, il y a déjà toutes les données disponibles avec cet hébergeur-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a dû utiliser ça, et aussi parce qu'il est financé par l'Europe. Et cet hébergeur utilise la technologie OpenStack. Donc, notre contrainte à nous, c'était d'utiliser OpenStack pour créer le système. Donc voilà. Et donc, pour créer, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le système. On ne va pas avoir le temps. Donc, mais je vais faire un focus sur
deux technologies que j'ai utilisées, que j'ai trouvées très, très intéressantes, et que j'ai découvertes lors de ce projet-là, et sur lequel j'ai travaillé. Et oui, mon rôle sur le projet, ça a été d'être architecte et expert technique, et donc de faire ces choix techniques voilà, pour l'ensemble. Donc, OpenStack, comme d'autres outils d'infrastructure cloud, il y a des dashboards web qui permettent de créer les différentes ressources, les machines, les disques, les réseaux, les groupes de sécurité, etc. Donc, c'est un moyen de créer son architecture et son infrastructure. Un autre moyen, c'est d'utiliser des lignes de commande. Là, par exemple, on peut récupérer, en installant un outil qui s'appelle OpenStack, en configurant les accès comme il faut, on peut avoir la liste des types de machines qu'on peut créer, donc voilà, avec la RAM, le nombre de cœurs, etc. Et on peut créer des instances aussi en ligne de commande, avec un outil en ligne de commande de cette manière-là. Donc là, si on veut faire une machine de type M1 Tiny, c'est l'identifié en 1, et donc quand on exécute cette commande OpenStack server create, on met flavor 1, et dans ce cas-là, ça va nous créer ce type de machine. Donc ça prend un certain temps, le temps qu'elle se mette en route, mais c'est pas non plus très très long, et voilà, là on peut créer une machine. Donc pour créer notre infrastructure, on a ces deux manières-là, mais en fait, nous on a utilisé un autre moyen, il y a d'autres moyens qui sont quand même plus pratiques pour ce genre de choses. Et nous on a utilisé un outil qui s'appelle Terraform, qui est en fait ce qu'on appelle les outils infrastructure as code, qui permet de définir sous forme de fichiers descriptifs les ressources dont on a besoin, et Terraform se charge de créer les ressources, de gérer leur état et de les mettre à jour en fonction de changements de paramètres qu'on pourrait y affecter. Et c'est vraiment son boulot à lui de gérer ça, et il est très très bien foutu pour ça. Et on peut aussi faire des mises à jour itératives. Donc voilà, on utilise Terraform pour créer des VM sur OpenStack. Donc voilà, par exemple, le fichier Terraform qu'il faudrait faire pour créer la machine que j'ai créée tout à l'heure avec une ligne de commande. Donc c'est un peu le même genre d'info, mais là c'est stocké dans un fichier, quoi. Donc voilà, donc dans le projet, on gère notre infrastructure avec Terraform. Et donc l'avantage, c'est que tout ça c'est décrit comme du code. Et donc on peut le versionner comme tout autre code. Et ça facilite les modifications, et Terraform permet de facilement redéployer les choses. Et voilà, lui, c'est très bien l'état actuel de votre infrastructure. Si vous avez changé, je ne sais pas, le type de machine, par exemple, pour tel serveur, lui va voir qu'il y a juste ça qui est changé, et va juste modifier cette machine-là. Et vous n'avez pas à lancer les différentes commandes de OpenStack pour le faire. Vous changez juste la description dans le fichier Terraform, et c'est mis à jour, quoi. Et ça, c'est vraiment son boulot, il le fait très très bien, quoi. C'est vraiment très pratique. L'autre outil que j'ai utilisé, donc, bon, ça c'est pour Terraform, maintenant je vais vous parler d'un autre outil. Donc, en fait, le système comprend un ensemble de services, notre système. Donc, il y a la création d'un job, sa configuration, son lancement, etc. Enfin, donc, il y a plusieurs choses à faire dans le système, et donc tout ça, c'est regroupé par service. Et chaque service, c'est un composant logiciel, c'est une application qui est packagée dans un container Docker qui est le standard pour ce genre de choses, quoi. Donc maintenant, la question, c'est comment s'assurer que les services sont bien en train de tourner sur une VM. Est-ce qu'ils sont bien affectés à une VM? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça se passe bien, etc. Donc on peut lancer les commandes Docker à la main, ou utiliser des Docker Compose. Il y avait Swarm qui existait à une époque. Maintenant, l'outil pour faire ce genre de choses, qui est un des outils qui a le vent en poupe, c'est bien sûr Kubernetes. Pour nous, pour ce projet-là, Kubernetes, on l'a étudié, mais au final, ce n'était pas adapté, parce que ce n'était pas proposé par défaut par Cloudflare. Et c'était compliqué à installer et à maintenir. Et du coup, on est parti sur autre chose, sur un outil qui s'appelle Nomad, qui est aussi développé par les gens qui ont fait Terraform, et qui permet d'orchestrer des services, des applications. Et son boulot à Nomad, c'est quand on veut faire tourner un service qui est dans un Docker, par exemple, c'est de s'assurer qu'il tourne bien sur telle ou telle VM. Il y a bien une VM qui le fait tourner, et que le service est en train de tourner, etc., quoi. Et c'est beaucoup plus simple que Kubernetes. Donc voilà, pour des petites archis comme la nôtre, c'est une bonne alternative, et surtout c'est moins lourd à mettre en place, quoi.
Et donc voilà, et en bonus, Nomad permet, voilà, parce que Kubernetes, c'est vraiment, c'est un standard, mais c'est axé Docker, hein. C'est surtout des applications dockerisées. Mais un des avantages de Nomad, c'est qu'il fait des applications, il gère des applications dockerisées, mais aussi des applications en ligne de commande. Et donc, il peut aussi gérer très facilement des queues de job. Alors que Kubernetes peut le faire aussi, mais c'est un peu moins pratique. Moi, j'ai un peu testé Kubernetes pour les queues de job. Et je l'ai testé avec Nomad, et vraiment pour Nomad, c'est fait pour, ça marche très bien, quoi. Donc voilà, voilà en gros l'idée en termes d'architecture, ce que ça peut donner, hein. Mais on a une VM qui est dédiée pour le serveur Nomad, et on a des petits clients Nomad sur tous nos autres VM, et qui communiquent du coup avec le serveur Nomad pour mettre en route les différents services, ou pour nous, pour les calculs scientifiques, pour lancer les jobs d'exécution de calcul des cartes de glace sur les différents workers. Donc, il y a un serveur quelque part et qui communique comme ça avec les différentes VM avec un client. Voilà, avec Nomad, il y a une interface web. Donc, celle-là, c'est pas celle de notre système, mais ça permet de voir il y a des outils qui permettent de voir ce qui se passe. Donc là, sur cet exemple-là, on voit qu'il y a différents types d'applications dans Nomad. Il y en a qui tournent, il y en a qui sont arrêtées, il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont lancées de manière périodique, il y en a qui tournent de manière permanente, il y en a qui sont paramétrées, il y en a qui sont en batch. Alors batch, c'est justement ces fameux types d'applications qui peuvent être gérées comme des queues de jobs, donc ce qu'on a nous utilisé pour les jobs de calcul de cartes. Voilà, un petit dernier transparence sur ce projet et puis sur la présentation d'ailleurs. Donc là, c'est juste le dashboard qu'on a développé pour monitorer notre système. Donc voilà, qui a été développé avec Vue.js, hein, pour ceux qui connaissent, qui est un framework web pour faire des interfaces graphiques qui est très pratique, hein. Et voilà, et là en bas, ce que vous voyez, c'est le temps de calcul entre le moment où l'image est disponible sur le serveur de Lézard et le moment où nous, on a calculé les cartes de glace et de neige, quoi. Donc, on voit que bon, sur cet exemple-là, hein, on tient les 3 heures en question et on est fait plutôt en dessous d'1 heure, quoi. Bon, ben voilà, donc ça, j'en ai fini pour ce projet et donc pour la présentation. Et, ben, je vous remercie. Et si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. La première question plutôt logistique. Donc, est-ce qu'on a accès aux slides? Alors, pour les slides, je vais pouvoir partager au moins la partie… alors, pour le premier projet, je ne sais pas si je vais pouvoir la diffuser, il faut que je me renseigne. Par contre, pour la partie… à partir de WebAssembly et jusqu'à la fin, oui, je vais pouvoir le partager. Ouais. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai le lien là maintenant, mais sinon, je pourrais le faire passer. Ouais. D'accord, merci. Donc, la question suivante, que représente le F-score? Alors, le F-score, en fait, c'est une sorte de compromis entre la précision. Enfin, c'est un moyen d'essayer de faire une mesure qui permet de faire un compromis entre la précision et le miss rate. Donc, en gros, on a envie que nos détections, on a envie que quand on détecte quelque chose, que ce soit un avion, et on n'a pas envie d'en louper, quoi. Mais ces deux… si vous vous souvenez des courbes, elles sont inversées, en fait. Donc, en général, quand on augmente la précision, on diminue le miss rate et vice-versa. Donc, en fait, il y a peut-être un endroit entre les deux, quand on joue sur le score, qui permet d'avoir un compromis, quoi. Et ce F-score permet de rationaliser le compromis qu'on est en train de faire, quoi. Et il y a un paramètre d'ailleurs dans le F-score qui s'appelle le bêta et qui permet de dire je donne un peu plus de poids à la précision ou un petit peu plus de poids au miss rate. Et en fonction de ça, la cloche, elle va être plus ou moins décalée, quoi. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. D'accord, merci. Donc, la question suivante. Donc, les données satellites, comme PlayDS, Spot ou CSO, sont-elles libres de droit, gratuites? Oui, les données Sentinelle, là, justement, c'est le but d'un programme comme Copernicus, c'est de mettre à disposition gratuitement les données satellites. Donc, toutes ces données-là sont gratuites.
enfin, toutes les données du programme Copernicus sont d'accès libre et gratuit. Et donc là, ça concerne les données Sentinelle. Alors après, pour les autres données, là, je ne sais pas exactement où on en est exactement. À une époque, c'était payant, les données spot. Je ne sais pas si maintenant, il y en a qui sont gratuites. Là, je ne saurais pas répondre plus précisément que ça. Mais en tout cas, celles qui sont dans le programme Copernicus sont gratuites. D'accord. Une autre question. Donc, comment accéder aux données satellites? Existe-t-il des plateformes d'accès? Oui, il y en existe. Alors, par contre, je ne saurais pas trop les citer. Mais voilà, au moins par le site de Copernicus, enfin, les services Copernicus sont répertoriés et donc vont référencer différents services qui donnent accès à ces données, quoi. Donc en particulier, Cloudflare, il y a plusieurs comment dire, plateformes qui utilisent Cloudflare pour donner accès à ces données, quoi. Donc, en particulier, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, sur le dernier projet, la capture d'écran que je montrais des cartes de glace comme exemple de produit du projet, bah, c'est sur cette plateforme-là. Et ces données, elles sont sur cette plateforme. On peut télécharger les images Sentinelle en question, quoi. Voilà. Après, il y en a une autre qui s'appelle, enfin, il y a une entreprise qui s'appelle Synergize, qui permet aussi de télécharger qui propose des services pour télécharger des images. Mais là, je ne saurais pas vous citer le nom de tous ces services. Merci. La question suivante. Quelle est la précision de ces images si l'on peut observer avec précision un espace privé, exemple jardin? Quelles sont les lois protégeant la vie privée? Alors, pour les images là que j'ai utilisées, donc les images Sentinelle-2, la résolution c'est 10 mètres. Donc bon, là on ne peut pas voir grand-chose dans les jardins. Allez, au mieux on peut peut-être identifier une piscine, voilà, mais encore. Et les images Pléiades, la précision c'est 70 cm. Donc là on commence à voir un peu plus de choses. Et là, par contre, sur la législation par rapport voilà, aux données, etc., je ne saurais pas en dire plus, quoi. Désolé. Merci. Donc, la question, comment détectons la glace et la neige? En utilisant les longueurs d'onde visibles avec le blanc ou avec d'autres longueurs d'onde UV ou IR? Merci. Alors là, on rentre dans la partie que je maîtrise moins dans le projet. Donc, c'était... donc, je ne vais pas pouvoir répondre vraiment dans les détails. Je vais faire plus des suppositions. En effet, je pense que ça combine plusieurs types de bandes. Parce que, voilà, ces types de... Voilà, la neige et la glace réagit particulièrement dans d'autres bandes que les bandes du visible. Donc en fait, voilà, il faudrait voir les bandes qui sont disponibles sur Sentinelle-2 pour voir ce qu'il y a comme information. Et surtout, là, c'est la partie, c'est la spécialité du CESBio en particulier, avec qui on a travaillé. Et donc voilà, donc si vous allez sur le site du CESBio, ils sont très... voilà, il y a pas mal d'informations sur les algorithmes qui sont utilisés, voilà, sur comment ça marche, donc vous pourrez avoir ce genre d'infos. Et quand même pour précision, sur les aspects scientifiques, bon, moi j'étais plus sur la partie archi, technique, etc. Mais à Magellium, il y a quand même des gens qui auraient pu vous répondre là concrètement. Mais voilà, dans une entreprise comme Magellium, il y a aussi des gens qui font de la science et alors même si ce n'est pas eux qui ont conçu ces algorithmes, ils sont à même de bien comprendre les tenants et aboutissants et comment ça fonctionne, quoi. Voilà, je dis ça, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans ce genre d'entreprise, il y a un mix de profils, des profils techniques comme moi là sur ce projet-là et des profils plus scientifiques. Et c'est un travail à plusieurs pour travailler sur ces projets-là, quoi. Merci. Donc, on continue. Pouvez-vous décrire le projet Copernicus? Y a-t-il des projets étudiants, des challenges possibles à encourager? Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît?
Oui, pouvez-vous décrire le projet Copernicus? Y a-t-il des projets étudiants, des challenges possibles à encourager? Ah, ça, je ne saurais pas dire plus que ça. Ouais. Je ne sais pas trop ce qui est fait dans le cadre de ce programme à ce niveau-là. Ouais, désolé. D'accord. Combien coûte un serveur Amazon S3 pour une telle application? Carte de glace. Alors là, juste pour préciser, ce qu'on utilise, c'est du stockage compatible Amazon S3. Donc, c'est pas, donc on ne stocke pas les données chez Amazon, mais c'est donc chez Cloudflare, notre hébergeur cloud. Mais d'un point de vue technique, hein, c'est compatible avec Amazon S3. Ça veut dire que tous les outils existants, les bibliothèques qui permettent d'interagir avec Amazon S3 marchent sur notre architecture, quoi. Et après, le coût exact là-dessus, je ne saurais pas trop vous dire non plus. Je sais que c'est une bonne part des frais des frais cloud qu'on a sur le projet. Alors, pas au début parce que, en fait, nous, on va produire des données au fur et à mesure et ça vient de commencer, en fait. Et c'est un programme qui va durer plusieurs années et donc, en fait, le stockage, il va augmenter avec le temps. Mais bon, ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi, le stockage. Merci. On a encore beaucoup de questions. Ouais. Donc, quelle technologie est employée pour détecter la neige et la glace? Alors, quelle technologie? Alors, si c'est les algorithmes scientifiques, là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vraiment répondre. Mais voilà, en tout cas, ça reste sur des analyses des valeurs, en effet, des pixels dans les différentes bandes. Peut-être avec aussi un peu peut-être pas seulement pixel par pixel, c'est peut-être aussi avec un peu de voisinage, mais je ne suis pas sûr complètement. Voilà, donc en termes d'algorithme, voilà ce qui est sans doute utilisé. Et encore une fois, je renvoie au site du CESBio pour avoir plus d'infos, ou même au site de l'EEA, hein, sur la page du projet. Il doit y avoir de la documentation technique qui détaille un peu plus en détail les choses, quoi. Merci. On continue. Pouvez-vous nous présenter l'écosystème des données spatiales, s'il vous plaît? Ça m'intéresserait beaucoup. L'écosystème, alors je ne sais pas trop qu'est-ce que la personne entend par écosystème. Alors, bon, j'imagine qu'elle ne peut pas prendre la parole, donc déjà, les données spatiales, il y en a vraiment de beaucoup de sortes différentes, hein. Donc, voilà, là, moi, je me suis intéressé surtout aux images, hein, et même souvent plutôt les images dans le visible. Donc là, en plus, deux types d'images très différents. Les images Pléiades qui sont très précises et les images Sentinelle qui sont, alors c'est marqué, on les appelle haute résolution, mais c'est à 10 mètres, quoi. Pléiades, c'est très haute résolution et c'est à 70 cm. Et voilà, et dans le visible, il y a plusieurs tailles aussi plusieurs types de résolution. Voilà, et après, il y a d'autres types d'images, donc plutôt radar, par exemple, ou alors en dehors du visible. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de données rien qu'avec l'image. Et après, ensuite, il y a encore d'autres types d'acquisition où là, la résolution spatiale, elle est vraiment très, très faible. Mais par contre, c'est plus la résolution spectrale qui augmente. Voilà, quand j'étais chez Novelty, j'ai travaillé sur des données de l'instrument YASI, et là, qui mesurait des spectres, mais alors par contre, je ne sais plus exactement, mais sur des pixels, entre guillemets, enfin en tout cas sur des zones qui faisaient plusieurs kilomètres, hein, et il y avait des milliers de bandes spectrales. Voilà. Et puis après, il y a les données aussi qui regardent pas vers la Terre, mais vers l'extérieur, qui regardent l'espace. Donc voilà, donc du coup, ça fait encore d'autres types de données, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Donc, la question suivante, quels sont les acteurs des données du spatial? Qui fournit, qui exploite, quelle application?
Alors, qui fournit? C'est souvent l'ESA, en fait. Bon, donc, les acteurs, c'est les agences spatiales là, avant tout, hein, donc l'ESA pour l'Europe, le CNES pour la France. Donc, qui définissent les programmes spatiaux. Donc, voilà, qui ensuite les données, une fois que les satellites sont lancés, les données donc sont envoyées sur Terre. Il y a des centres de réception, des centres de stockage. Donc voilà, on est toujours sur des projets pilotés par les agences, mais qui sont pour le coup développés par des industriels, et donc en général des gros industriels. Voilà, et dans tout ça, donc pour les données qui ont un caractère scientifique ou une utilisation scientifique, il y a les laboratoires de recherche qui interviennent, soit en amont pour préparer les missions, pour aider à préparer les missions, soit en aval pour traiter les données et créer des données à valeur ajoutée. Donc là, sur l'exemple que je vous ai présenté, le dernier projet, voilà, typiquement, voilà, c'était le rôle du CESBio à partir de ce type de données, de produire des informations qui sont utilisables par des utilisateurs finaux, et encore par finaux, là dans ce cas-là, c'est surtout des acteurs du genre les agences de météo ou voilà, des agences publiques qui ont besoin d'avoir accès à des cartes de neige et de glace pour gérer pendant l'hiver qu'est-ce qui est accessible ou pas. Donc voilà, donc là on parle d'utilisateurs finaux, mais ça reste, c'est pas des batterie. particuliers, quoi. Il te manque un T1. Voilà. Allô? Il te manque une pile. Donc voilà, donc voilà un petit panel des acteurs autour du spatial. Oui, puis après, bon, il peut y avoir donc des entreprises qui, elles, vont essayer de créer des produits donc utilisables là, pour le coup pour des utilisateurs finaux, donc pour des particuliers. Non, ils sont en train de le relever, permettre... c'est le sapin de Strasbourg. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas coupé son Il y a micro. quelqu'un qui a le micro, oui. Bon, enfin bon, voilà en gros un petit panel des acteurs autour de la production de données et de leur exploitation. D'accord. Donc, pensez-vous que beaucoup d'emplois seront créés dans l'exploitation des données du spatial? Ouais, ça je ne saurais pas trop dire. Bon, c'est toujours difficile de faire des prédictions de toute façon. Qu'est-ce que je peux dire quand même là-dessus? Bon, je pense quand même qu'on va arriver à un moment où peut-être en effet de plus en plus il y aura des usages. De plus en plus les gens vont s'approprier les données. Quand je dis des gens, c'est des entreprises, des initiatives, vont s'approprier ces données-là pour créer des services voilà, aux particuliers ou aux collectivités locales, etc. Il y a de plus en plus de données. Ce qui est data science se développe beaucoup, et je pense qu'il va y avoir pas mal de créativité autour de tout ça, et qu'on va avoir de nouveaux usages de ces données. Bon, voilà, ça c'est un avis personnel. Je ne suis pas sûr d'être la personne la mieux placée pour faire ce genre de projection, mais voilà mon point de vue. Merci. Donc, la question suivante, avez-vous des exemples d'applications qui nous touchent plus? En fait, j'aurais dit que justement, là, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était peut-être un de ceux qui avait un impact le plus proche de nous, quoi. Voilà, c'est les cartes de glace, de neige. À la neige, par exemple, pour les stations de ski, ça peut être intéressant de bénéficier de ce genre de produit. Même s'ils ont aussi d'autres moyens d'avoir ce genre d'infos, c'est sans doute un bon complément, quoi. Je sais que justement au CESBio, là, le scientifique qui travaillait là-dessus, Simon Gascoigne, il s'intéresse beaucoup à ce type d'application, et là qui pour le coup nous touche un peu plus, quoi. Et après dans d'autres applications qui nous touchent plus mais peut-être qui se voient moins, c'est toutes les applications autour de la météo, où là vraiment les satellites fournissent des données hyper intéressantes pour faire des prévisions météo. Si
les prévisions météo sont aussi bonnes, entre guillemets, maintenant, c'est quand même grâce aux avancées et aux données satellites, des derniers satellites qui ont été envoyés ces dernières dizaines d'années, quoi. Y a-t-il des programmes d'observation de la Terre en développement? Ah oui, là, il y en a tout le temps. Alors, je ne saurais pas dire lesquels, mais voilà. En plus, c'est des programmes qui sont vraiment sur des très, très longues durées, hein. Entre le moment où il y a la première idée du capteur qui apparaît et le moment où il est vraiment... où il y a un satellite qui est envoyé, ça peut être très très long, ça peut être une dizaine d'années. Enfin, en tout cas, il y a une époque, c'était facilement une dizaine d'années, quoi. Donc là, c'est sûr qu'il y a plein de projets d'observation de la Terre qui sont en cours, soit pour améliorer des missions actuelles, donc vraiment dans le même esprit que des choses qui tournent actuellement, mais pour le faire encore de meilleure qualité, soit pour faire d'autres choses. Mais par contre, je ne saurais pas donner d'autres exemples. Donc, il y a une question de la part de nos étudiants. Où peut-on trouver des stages dans le domaine de traitement de données du spatial? Alors, dans les différentes entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, alors bon, d'abord le CNES, je pense qu'au CNES, ils prennent des stagiaires, et après dans l'entreprise comme Magellium, par exemple, voilà, donc Magellium, et après d'autres entreprises comme Airbus aussi également. Voilà, il y a aussi sans doute CS, CLS. Voilà. Donc là, il faut voir un peu l'écosystème des entreprises du spatial et qui prennent en général des stagiaires. Est-ce que le New Space se reflète dans l'essor des applications liées aux données du spatial? Pardon, excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que le New Space se reflète dans l'essor des applications liées aux données du spatial? Alors, je ne sais pas ce que c'est le New Space. Donc, ouais, je ne vais pas savoir répondre, je pense, à cette question. Donc, on continue avec la suivante. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà une présélection des zones où il y a des présences de neige où la recherche se fait sur toutes les images satellites de l'Europe? Alors, ouais, ça se fait sur toutes les images satellites de l'Europe. Il n'y a pas de présélection. Je pense que c'est... Alors, pareil, hein, je ne suis pas du tout sur les aspects scientifiques du projet, donc voilà, ce sera peut-être un peu approximatif ce que je vais dire, quoi. Mais là, déjà, en fait, l'objectif, c'était de réussir à... C'était déjà d'avoir de sortir ces produits-là avec cette contrainte opérationnelle. Donc, le plus simple, on va dire, hein, c'était de le faire sans se poser de questions, de le faire sur toutes les images. Mais en effet, on pourrait se dire, est-ce que c'est la peine de faire tourner ça sur toute l'Europe tout le temps, quoi. Donc, la question se pose et elle s'est posée dans le projet. Et je pense que dans des itérations suivantes, sans doute que ça va être pris en compte. Voilà. Donc voilà. Donc actuellement, non, on calcule tout le temps dès qu'il y a une image qui est disponible, on lance les algorithmes. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. D'accord. Et donc, une question un peu plus théorique. Donc, pouvez-vous expliquer la distinction entre deep learning et machine learning, s'il vous plaît? Ouais, donc, en fait, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Machine learning, c'est l'apprentissage automatique, hein. Donc, c'est toutes les techniques qui permettent enfin, tous les algorithmes qui contiennent une étape d'apprentissage, en fait. Donc, voilà. Et donc, le deep learning, c'est une sous-catégorie, donc c'est de l'apprentissage automatique, mais en utilisant les réseaux de neurones profonds. Donc, qui est là pour le coup une technique très particulière, qui marche très très bien, qui a de très 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 bonnes performances. Et donc, pour mon exemple à moi, sur mon cas à moi, ce que moi j'ai utilisé, c'était des algorithmes de machine learning, donc plus généraux. Et ce que fait le deep learning par rapport aux algorithmes que moi j'ai présentés, c'est que dans mes algorithmes, dans les algorithmes que j'ai présentés, il y a un moment où l'algorithme va détecter des caractéristiques dans les images
des contours, telle couleur, etc., qui va se focaliser sur ces caractéristiques-là, qui va les mesurer, et ensuite on fait tourner un apprentissage là-dessus. Le deep learning, lui, il va pas on ne va pas lui donner des caractéristiques en entrée, on va juste lui donner les pixels de l'image, et c'est lui qui, quelque part, va apprendre, entre guillemets, les bonnes caractéristiques, les bonnes features qui sont pertinentes pour la détection en question, quoi. Donc, en gros, c'est lui qui va se dire, bah, tiens, je suis en train de détecter, je suis en train d'essayer de détecter des avions, bah, je finis par me rendre compte que un truc qui marche bien, c'est les contours, par exemple. Mais bon, il ne se le dit pas comme ça, mais quelque part, la structure du réseau de neurones va contenir ces caractéristiques-là. Alors que dans les autres algorithmes que j'ai présentés, c'est le scientifique qui a dit, ah voilà, pour tel problème, je suppose que telle caractéristique va bien marcher, quoi. Alors qu'en deep learning, c'est appris automatiquement. Voilà en gros. D'accord. Merci. Et donc, la toute dernière question, plutôt, je pense qu'une remarque. Donc, comme je dis, on a eu malheureusement un petit souci avec YouTube au tout début. Donc, il y a des participants qui demandent s'ils peuvent avoir l'accès à la vidéo ensuite. Donc, j'imagine qu'on va d'abord valider avec toi pour des slides et après, donc, on pourra ensuite diffuser la vidéo avec les participants. OK. Donc, on a fini pour les questions. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui souhaite poser la question de vive voix directement ici sur Zoom. Sinon, je pense qu'on peut clôturer. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation. Et merci Avec plaisir. pour vos questions. Donc, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour les prochaines conférences. Merci, bonne soirée.